Bonjour, nous sommes au Petit Palais, au cœur de l'exposition Édition Limitée, qui est consacrée aux livres d'artistes et aux estampes, publiés par un grand marchand du début du XXe siècle, Ambroise Vollard, et puis son successeur, Henri-Marie Petiet. Mais nous avons la chance aussi d'être avec Yvon Lambert, qui est une sorte de prolongement de l'action, de l'œuvre d'Ambroise Vollard, tellement il a pris à cœur aussi ce métier d'éditeur, dont on va parler avec Clara Roca, qui est conservatrice au Petit Palais et commissaire de cette exposition. Alors peut-être pour commencer, une toute petite question. Comment est-ce que vous avez commencé l'édition? Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'édition? Parce qu'on vous connaît comme marchand, bien sûr, hein, comme marchand d'art. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette direction-là? Bon, c'était quand j'ai décidé de faire une collection d'ouvrages de bibliophilie, j'y pensais depuis longtemps. J'ai toujours été familier et curieux de la bibliophilie moderne et surtout contemporaine. Donc c'est vrai que voilà, je l'ai fait d'une manière naturelle, à un moment où dans ma vie professionnelle était surtout une galerie, et donc la rencontre des artistes que j'aimais, que je défendais, et tout naturellement j'ai eu envie de faire un livre avec eux. C'est ce qui s'est fait. Et donc aujourd'hui, d'être dans ce lieu complètement dévoué à l'œuvre d'Ambroise Vollard, qui est quand même le maître à penser dans ce domaine, à nous tous. Moi, un des plus beaux livres que j'ai vu très tôt, c'était le livre illustré par Bonnard et le texte de Parallèlement de Verlaine. Donc, j'ai toujours aimé de faire des clins d'œil à ces grands personnages qui étaient souvent et presque toujours des marchands ou des anciens marchands d'œuvres d'art. Donc cette présence de Vollard, parallèlement, je l'ai vraiment étudié à fond, tellement regardé, tellement aimé, et j'ai vu qu'il avait publié en 1900, il avait été imprimé à l'imprimerie nationale, et moi mon premier livre c'était un livre de Barry avec un texte de Lebenstein. Je suis allé très naturellement à l'imprimerie nationale parce que j'avais besoin de m'épauler à des gens qui avaient fait un travail, et puis Vollard c'était quand même le marchand de Cézanne, et ça c'était quand même une chose capitale, et ça l'est encore aujourd'hui, le respect pour cet homme marchand et éditeur. Donc voilà le début le premier livre a été publié en 80, c'est ça? Je ne me souviens plus. Alors, 92. En 92, bon, c'était en 90 que j'ai décidé de faire cette collection. Donc, il a été suivi par de nombreux ouvrages, c'est-à-dire pratiquement 30 livres différents, d'artistes différents, sauf deux des artistes que j'aime énormément, Laurence Wiener, avec qui j'ai fait 2 volumes, et puis Giuseppe Pennone, et aussi avec qui j'ai fait 2 livres. Donc c'est une aventure sans fin. Les artistes sont des gens formidables, et quand vous leur proposez de faire un livre, même ceux qui ne sont pas intéressés, en se disant mais ça c'est des vieilles choses qu'on faisait autrefois, ils sont quand même beaucoup ont approfondi l'idée de l'ouvrage de bibliophilie. La bibliophilie, ce ne sont pas des livres d'artistes, ce sont des livres où, en principe, au départ, c'est la relation entre un écrivain, un poète, et un artiste. Quelquefois, certains n'en ont pas eu besoin et n'ont pas souhaité d'avoir leur ouvrage avec un écrivain. Donc ils ont fait le livre seul, comme Toroni, ou l'aventure continue. On a dit qu'il y avait une trentaine de livres. Il y en a 2 un qui est en cours, qui est avec Miguel Barcelo, qui illustrera le bestiaire d'Apollinaire. Et puis
Nathalie Dupasquier, on est encore en train de parler d'un auteur qui sera probablement un auteur du 19e, autour de Baudelaire, ou j'ai oublié son nom, dans la prose du Transsibérien, c'est... Blaise Sandra. Voilà. Donc, l'aventure est loin d'être terminée et j'espère arriver à en faire beaucoup d'autres. L'amour du livre est une chose tellement particulière. Ces livres, ce ne sont pas des livres ordinaires. Ce sont des livres qu'on regarde attentivement. Et je dis souvent, c'est un plaisir solitaire de feuilleter ces ouvrages. C'est où, comme dans la vie, un partage, un échange en train de feuilleter ces ouvrages. Et voilà, c'est des trésors qui sont dans des bibliothèques, sur des étagères. On peut passer en les regardant. Malheureusement, sur la tranche, il n'y a pas le nom, mais on les reconnaît, on les connaît. On les reconnaît et on sait où ils sont. On peut aller les retirer sans se tromper, même s'il y en a beaucoup. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous disiez que ça a commencé parce que dans votre galerie, vous avez eu envie de faire des livres avec les artistes qui se trouvaient déjà dans la galerie. Pour Ambroise Vollard, c'est un petit peu la même histoire. Il commence à faire des livres avec les artistes que lui représente. Est-ce que par la suite, c'est une logique que vous avez gardée, ou est-ce que vous avez aussi travaillé avec d'autres artistes que vous ne représentiez pas forcément? Comment est-ce que vous choisissez en fait les artistes? Je choisis les artistes par affinité, on peut dire. Après, il y a certains artistes avec qui j'ai jamais travaillé professionnellement, mais par exemple, Pennone, c'est un artiste qui est maintenant très connu, mais avec qui j'ai jamais travaillé, mais de qui j'ai toujours aimé le travail. Et c'est tous des gens que je voyais en permanence. Je lui ai dit un jour, on va faire un livre ensemble. Et il me dit, bon, pourquoi pas. Le dernier livre est fait avec Peter Dansborough, qui est un artiste américain que je connais bien, mais avec qui j'ai jamais travaillé. Il est représenté par d'autres galeries, et n'empêche qu'ils sont contents, heureux de faire ce travail avec moi. Donc, moi, je suis les instructions très précises qui sont les leurs, et je ne veux pas les décevoir. Jean-Michel Otoniel, j'ai jamais fait d'exposition avec lui, mais on avait des relations amicales, qui existent toujours d'ailleurs, et on a fait un livre. Il y a aussi Dominique Gonzalez Foster, qui a fait un livre magnifique, qui ne travaille pas avec moi, mais toujours avec des relations amicales. Un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, j'aimerais faire un livre avec toi. Elle m'a dit, écoute, j'aime beaucoup tes livres, mais moi, j'accepte. Je suis d'accord de faire un livre si je peux le faire avec Jacques Roubaud. Par chance, Jacques Roubaud est un ami. J'ai fait différents ouvrages avec lui. J'ai appelé Jacques, ils se sont rencontrés, ça a bien marché. Il fallait aller à Londres. Et ils ont fait un livre magnifique. Donc voilà aussi les occasions qui se présentent, qui se trouvent, qui font que le livre est l'épanouissement d'une amitié. Et pendant que l'ouvrage se fait, il y a toutes ces questions qui sont en route. Dominique Gonzalez Foster, elle nous a fait suer avec le verre de la boîte électrique. Il fallait toujours mettre un peu de jaune, mettre un peu de gris, mettre un peu de noir. On est enfin arrivé à trouver ce vert. Et donc, c'est amusant d'en parler après, mais pendant le travail, de trouver ces petites gouttes de jaune qui allaient changer, mettre le vert en folie, ce vert, le truc. Et donc,
Pratiquement, il y a des aventures avec, pour chacun, c'est une aventure. Et alors, ce qui est assez intéressant finalement avec vos livres, c'est que c'est une année par livre en principe. Vous vous donnez une année par livre, ça vous donne un cadre comme ça chronologique assez intéressant, alors que Vollard, lui, pouvait passer 10 ans, 20 ans sur la même édition. Comment est-ce que vous réussissez à circonscrire ça dans un cadre temporel assez restreint finalement pour arriver à un résultat qui est le fruit d'un perfectionnisme et de l'artiste et de vous et de tout le monde? C'est un hasard, un livre par an, parce que il y a des ouvrages qui prennent beaucoup de temps. Mais après, vous avez l'exemple de Toroni, qui est mon artiste, un des artistes que j'aime le plus, qui a rechigné à faire un livre pendant des années, et finalement, il a accepté de faire un livre. Et ce livre, il m'a rembroué quand je lui ai parlé d'un écrivain. Il a fait le livre lui-même et il a fait les 150 exemplaires du livre en faisant chaque fois une peinture originale et en le citant. Il a le nom c'est quoi déjà non, Lecture, peinture. Voilà, lecture, peinture. Il a tout compris. Et le nom du livre, c'est À la queue leu. Et il a peint les 150 volumes avec quelquefois des couleurs différentes, ce qui fait qu'un collectionneur est intéressé. Je lui demande quelle est la couleur qu'il préférerait. Donc il y a du rouge, du noir, du vert, il y a tout. Et ça fait un livre magnifique et inoubliable. Alors en parlant de collectionneurs, parce que c'est vrai que d'un côté il y a les artistes, de l'autre il y a les collectionneurs. Par exemple, quand Ambroise Vollard préparait ses éditions, il savait presque à l'avance que ça allait être un échec. Il avait vraiment du mal pendant des années, des dizaines d'années, à vendre ses livres, à trouver un public qui s'y intéresserait, et surtout, il n'a jamais réussi vraiment à rentrer dans ses frais. Est-ce que vous trouvez un public? Est-ce qu'il y a un public de bibliophiles ou un public d'amateurs de peinture pour ces livres aujourd'hui? Alors, c'est mon travail de former des gens à la bibliophilie d'art contemporain, parce que les gens n'étaient pas prêts. Mais après, le fait que j'ai proposé à des artistes avec qui je travaillais, j'étais déjà sensibilisé par les gens qui pouvaient être intéressés. Alors, certains fanatiques, disons, vont l'acheter de toute façon parce qu'ils aiment l'artiste et il leur faut. Après, c'est autre chose. Après, vous avez les gens que ça n'intéresse pas du tout. Donc, et après, il y a ce que j'appelle, moi, mes fidèles. Mes fidèles, ils m'achètent tous mes livres. Ce qui fait qu'il y a quand même des gens, des collectionneurs qui ont la collection complète de tous les livres que j'ai publiés. Et donc, ça, c'est aussi un grand plaisir pour moi. Donc, je sais que quand je fais un livre, ils vont l'acheter. Et j'essaie d'avoir toujours des prix raisonnables parce qu'en fonction du prix de fabrication, l'artiste est payé en général par des exemplaires. Donc, je vais au mieux. Et alors, des fidèles, presque des souscripteurs comme ça, vous en avez à peu près combien? J'en ai une vingtaine. D'accord. Parce que pour donner un ordre de grandeur, cette collection-ci, Une rêverie émanée de mes loisirs, c'est 150 exemplaires par ouvrage. Et votre collection Pli selon Pli, c'est 50 exemplaires oui, par ouvrage. Ça, c'est une autre collection que j'ai initiée il y a 4 ou 5 ans. Ça, c'est différent, c'est plus léger et c'est plus facile. Et c'est pas le même public? C'est pas vraiment le même public. D'accord. Mais en même temps, il y a des gens qui achètent aussi Pli selon Pli. Bien sûr.
Mais sur les 150, c'est depuis le début, ces 150 exemplaires, c'est 108 exemplaires qui sont de 1 à 108. À l'époque, j'avais la galerie qui était au 108 rue Vieille du Temple. J'avais un petit clin d'œil comme ça au 108. Ensuite, il y a 12 exemplaires nominatifs en plus, ce qui fait qu'on arrive à 120. Donc, c'est pas, j'ai dit 12, donc c'est 10 ou 11 exemplaires nominatifs. Ensuite, il y a un exemplaire spécialement imprimé ou enrichi par l'artiste pour l'artiste et l'éditeur. Ensuite, il y a 10 exemplaires pour l'artiste. Et ensuite, il y a 20 exemplaires qui sont hors commerce, qui sont des exemplaires de démonstration, dépôt légal, cadeaux. Donc voilà. Ça, c'est les 150. Ça, je continue. Alors que pli selon pli, c'est 50 exemplaires plus quelques exemplaires qui sont pour l'artiste et l'éditeur. D'accord. Et alors, en tout cas, dans le cas d'Ambroise Vollard, il met vraiment donc des années à arriver à une forme de reconnaissance. Au début, ces éditions sont des échecs cuisants. Et à force de s'acharner et de publier de nouvelles choses, il va un peu, lui aussi, former le goût des bibliophiles et arriver comme ça à enfin écouler ses ouvrages dans les années 30 essentiellement. Mais il n'épuise... De 1900 à 1930, ça fait 30 ans. Parallèlement parallèlement en 1900, et là, en 1930, il commençait à écouler. Déjà à la fin des années 1920. Oui, mais c'est quand même un sacré temps pour s'accrocher. Heureusement qu'il avait ses revenus de marchand de tableaux. Oui, mais vous savez, ces livres que vous n'arrivez pas à vendre, vous les avez sur des étagères, vous les voyez tous les jours ou presque. Alors, il peut arriver un moment où vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec tous ces livres? Parce que moi, j'ai plus de 1000 livres à vendre, parce qu'ils sont tous, entre les exemplaires hors commerce et tous les exemplaires à vendre, ça fait vraiment beaucoup de volume, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il y a une édition que vous avez réussi à écouler déjà, ou c'est encore jamais arrivé peut-être? Oui, il y a quelques exemplaires qui sont les best-sellers, qui sont... Je peux parler de Anselm Kiefer, par exemple, qui a fait un livre magnifique, qui est... Chaque exemplaire est pratiquement unique et différent. Ça s'appelle Die Ungeborenen, ce qui veut dire les non-nés. Et donc, il a utilisé des photos qu'il a faites lui-même, sur lesquelles il a jeté des brassées de cendres et de sable, sur lesquels il a collé des petites figurines en plomb. Chaque exemplaire est différent. La base, bien sûr, de photos est toujours la même, mais les cendres et le sable sont éparpillés dans le livre. J'imagine que ce caractère un peu unique de chaque exemplaire, ça plaît aux collectionneurs qui recherchent comme ça la particularité. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais un livre comme celui-là, ça c'est une comète, chaque fois que je le montre, que j'ouvre la boîte, je perds un peu de sable. Parce que ce sable, il est fixé, mais on en perd toujours en route. Alors, puisqu'on est en train de regarder vos livres, est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement fier, qui vous a marqué plus spécialement que les autres, même si j'imagine qu'on les aime tous quand on est éditeur. Je veux dire, comme vous avez comme ses enfants. 10 enfants auxquels vous préférez, même si ce n'est pas vrai. On répond bien sûr qu'il y a mes favoris et
ceux que je regarde avec, pas méfiance, mais je me dis, non pas il aurait pu faire mieux, mais j'aurais peut-être pu être plus présent et voilà, que ça ne m'arrive pas pour le prochain. Donc chaque livre, bien sûr, a le colophon avec le descriptif du livre et la numérotation et la signature de l'artiste et de l'écrivain quand il y a l'écrivain. Dans les préférés, il y a peut-être celui-là. Celui-là, oui. Je peux dire que je les aime tous. Mais donc, ça, il faut vraiment... Donc ça, c'est un livre de Boltanski. C'était le 3e ou le 4e de la collection. Les premiers ouvrages, j'avais demandé à Jean-Claude Lebenstein un texte. En parlant, il m'a dit, je vais faire un texte sur le plagiat dans la littérature, dans la musique et d'autres. Et donc, mon idée, c'était, et c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à des artistes différents d'illustrer ce même texte. Ce texte que Jean-Claude Lebenstein a appelé « Une rêverie émanée de mes loisirs ». Donc, Boltanski a pris le texte et il a pris chaque page, il a pris chaque page du texte, qui en fait environ 25, et sur chaque page, il a fait ce qu'il appelle un dessin. Ce dessin, il est fait sur un papier calque, qui est comme ça, et il a commencé une phrase, qui est par exemple le bleu va de E à N, c'est en. Et il y a le rouge, le vert, le jaune. Et la phrase est constituée page après page en suivant ces couleurs. Il y a des phrases qui sont plus longues que d'autres. Et donc pour chaque exemplaire, l'artiste à la main est venu souligner chaque lettre. Ça a été un travail. Oui, ça fait beaucoup de travail. Ça a été un travail. C'est pour ça que je précise quand même, il y a des phrases qui sont plus courtes que d'autres. Ça, c'est la dernière, elle se termine sur le bleu, comme ça. Et ensuite, voilà, on a le résultat de la lecture, mais il faut la regarder avec un miroir. Elle est inversée. Donc on voit des phrases de Demi, du Talmud et de Bergman. Et Fellini. Et Fellini et d'autres. Et donc là, c'est l'exemple du début où Boltanski et Jean-Claude Lebenstein ont signé le colophon. Et donc toutes les éditions originales comme ça sont chacune signées par les deux. Chacune. Quand il y a le texte de Lebenstein, quand il n'y a pas le texte... Et alors c'est assez intéressant parce qu'au début justement, le principe de la collection Une rêverie émanée de mes loisirs, c'est ce texte de Lebenstein que vous confiez à des artistes très différents pour voir ce qui va en sortir à partir du même texte, qu'est-ce que ça va donner. C'était assez amusant parce que tout à l'heure on voyait les céramiques éditées par Vollard et Métais, vous avez pensé les mêmes formats. Et vous avez pensé à ça. C'est ça. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça donne pour vous, cet exercice? Est-ce que c'est... Ça donne comme les vases d'Ambroise. On peut l'appeler par son prénom. On peut se permettre à ce stade-là. On peut se permettre. Donc voilà, je veux dire que quand on prend un seul vase, il est seul, il est unique, on ne connaît pas toute l'histoire. Souvent, la personne qui a acheté de Boltanski, il ne sait pas ça. Il faut lui expliquer et les gens oublient, nous aussi. On peut raconter aux gens le truc comme ça, mais c'est un détail de l'histoire. Et est-ce qu'il y a des artistes qui se sont sentis en difficulté face à ce texte, qui l'ont refusé, qui ont voulu faire autre chose?
Certains, parce que après, moi-même, j'étais quand même, je me disais, où est-ce que je vais quand même imposer, j'ai pu l'imposer à Barye, Othoniel et Boltanski. Ensuite, il y avait Onkawara, qui est un des grands artistes de l'art conceptuel, qui était d'accord pour faire un livre. Ça, c'était un événement qu'il accepte. Et qui m'a dit, moi, ton philosophe, il disait, ton philosophe, ça ne m'intéresse pas. Je veux autre chose. Trouve-moi un poète, autre chose. Tu connais mon travail, autre chose, pas de ça. Donc, j'ai pensé, grâce à qui j'ai demandé conseil, j'ai dit, qui? Et c'est, comment il s'appelle le directeur du musée Picasso autrefois? C'était Gérard Régnier, à qui j'ai dit, écoute, et il m'a dit, écoute, tu devrais parler avec Jacques Roubaud. Donc c'est là où j'ai appelé Jacques Roubaud et je lui ai expliqué. Ils se sont rencontrés, Jacques Roubaud, passionné par le Japon, par l'esprit de Onkawara, a dit, voilà, bon, moi je vais faire quelque chose. Donc ils se sont entendus tous les deux, ils ont beaucoup parlé, et le livre est sorti, et ça fait partie d'un des best-sellers de la collection. Donc c'est un autre auteur. Bon, alors là, on peut montrer quelques... Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Adel Abdesemed et Adonis. Adonis, c'est un poète... c'est pour beaucoup de gens le plus grand poète de langue arabe aujourd'hui. Il est mi-syrien, un truc. Adonis, c'est un nom qu'il a inventé, qui n'a rien à voir avec l'Adonis qu'on connaît. C'est aujourd'hui un vieux monsieur qui est... Donc, et Adel Abdesemed, il y avait une pleine page de lui dans Le Monde il y a 2 jours. Il est d'origine algérienne, il est français et un artiste formidable. Donc, je dois dire que c'est Adel Abdesemed, quand je lui ai proposé de faire le livre, qui m'a dit « je veux le faire avec Adonis ». Moi, je connaissais un peu Adonis parce je l'avais beaucoup vu chez Asdin Alaya, où il était là très souvent. On a passé des soirées formidables tous ensemble. Donc, il a fait ce livre qui est basé sur des photos, sur des images d'Adel Abdesemed, qui s'appelle « Histoire de la folie ». Et dans ce livre, qu'il faut avoir beaucoup de plaisir à feuilleter, parce que vous avez ces images qui se rejoignent, là, c'était une prouesse technique pour faire tout ça, où il y a... Le livre s'appelle « Le livre des A », puisque c'est Adonis et Abdesemed. Donc, ils ont fait des choix de poésie, surtout de langue arabe, où c'est en français, et là, en arabe. Là, voilà. Ici. Donc, toujours, vous voyez l'image qui est... Le raccord parfait. Ah, Et ça, ce sont des images qui sont tirées de films? D'une vidéo d'Adel Abdesemed. Ça, c'est un livre magnifique, que j'aime beaucoup aussi. On a vu finalement des livres avec des dimensions, les dimensions assez similaires, mais des épaisseurs très différentes. Oui, Chez Vollard, ça va du tout petit au très grand. Oui, ça dépend le désir des artistes. Vous les laissez très libres finalement, ils Ah, sont mais presque oui, carte blanche. Bien sûr. Je les laisse très libres et j'essaye d'assouvir le moindre désir, comme disait l'autre. Hein. Donc voilà, c'est... Alors ça, c'est aussi un livre qui a pris pas mal de temps à se faire, parce que c'était très long et pas compliqué, mais trouver... C'est un livre de Giuseppe Pennone, qui est un des artistes membre fondateur de l'Arte Povera italien. Et donc, il a fait
ce livre, comme ça. C'est le premier où il y avait la taille, la dimension de chaque livre était différente. Et lui, il m'a dit, moi, j'ai rien compris sur les dimensions que tu m'as données, où il les avait perdues, truc. Mais voilà, moi, j'ai fait ça. Maintenant, on le fait ou on abandonne tout, je le refais, mais quand, je ne sais pas, moi, j'ai donné tout mon chose. Donc, je dis, bon, gardons cette dimension telle que tu l'as souhaité, telle que je dirais. Donc, ce livre est fait, ça, il faut vraiment être très très proche, parce que ce sont des empreintes de son corps, de ses mains surtout. Vous avez cette ligne qui est là, il faut se regarder très près. C'est un travail formidable qui a été fait comme ça, d'une façon extraordinaire, parce que vous avez cette barre qui continue, et vous avez toutes ces empreintes de sa paume qui est là, de ses doigts, et qui en même temps fait penser à un bestiaire, pas un bestiaire, un herbier. Un herbier, parce que ce sont quand même des feuilles comme ça que l'on voit et que l'on retrouve tout le long du livre. Et là, c'est aussi une technique d'impression extrêmement différente. Chacun de vos livres, c'est des techniques radicalement C'était différentes. différent. Là, comment faire publier? Il n'y a pas de texte, c'était ces images qu'il fallait réaliser au plus proche de ce que l'artiste vous souhaitait. Donc finalement, vos interlocuteurs techniques, ils changent à chaque fois. Vos partenaires ne sont jamais les mêmes, puisque ça change. Pratiquement pas, voilà. On change. Je sais déjà que le livre qui est encore dans les limbes, mais de Nathalie Dupasquier, on le fera en Italie, parce qu'en Italie, elle habite Milan, elle connaît très très bien tous les imprimeurs, tous les gens avec qui elle a déjà travaillé pour des lithos, pour autre chose, et elle pourra non pas suivre le travail, parce qu'on peut le suivre, et moi je peux aller à Milan, c'est rien, mais là, elle sera chaque jour à boire, à surveiller, des choses comme ça, et c'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Et le livre se termine de cette façon-là. Ça s'appelle d'ailleurs 10 pages. Toujours. 16 pages. Il y a un texte de Pénone très beau de lui qui est là. Et donc, voilà. On a fait un petit panorama de tous ces livres. À l'ombre de Ambroise Vollard, c'est quand même... Si un jour je pensais que je montrerais mes livres devant toutes les gravures qu'il a éditées, c'était vraiment un beau moment, très émouvant pour moi de voir tout ça, la suite Vollard. Avec ça, dans l'histoire de la bibliophilie du XXe siècle, il a fait des magnifiques ouvrages. Il y en a d'autres. On ne peut pas passer sous silence Cannes Weller. Et puis ensuite, il y a eu quand même des gens comme Thériade, et puis Skira. Skira qui a fait quelques très très beaux livres avec Matisse. Thériade, bon, bien sûr. Et puis Mag a fait quelques très très beaux livres. Et ensuite, le monde de la bibliophilie dite contemporaine, elle s'essouffle un peu. Je ne vois pas de relève pour l'instant. Bon, oui, moi je pense déjà au prochain. J'aimerais bien qu'il y ait un jeune éditeur qui a envie de faire des livres, parce que on peut se dire c'est cher, c'est ci, c'est ça. Quand on veut faire quelque chose, on trouve toujours l'argent. On est toujours, si on y croit, qu'on a la foi, on va toujours trouver quelqu'un qui a un peu d'argent, un peu de moyens, et qu'on a envie d'en faire un complice pour le dire. On peut toujours trouver. Moi, toute ma vie, j'ai vécu comme ça, avec, sans mendicité, mais en collaborant,
en mettant les gens complices d'une belle réalisation. Donc, aujourd'hui, le livre continue, sûrement se fait. Je crois qu'aux États-Unis, il y a pas mal d'éditeurs qui font des livres. Mais moi, j'ai vu des aventures avec des artistes formidables, comme, maintenant j'oublie son nom, Anne-Marie Albiac, qui est une grande poétesse, qui nous a quittés il y a déjà quelques années, mais qui a fait un livre magnifique avec Richard Tuttle. Là, je parle toujours de moi, mais voilà, je veux dire que nos anciens, qui sont tous présents dans nos têtes, ils sont là ce soir, d'une façon ou d'une autre, par des artistes qu'ils ont pu exposer. Mais Vollard reste quand même toujours l'ombre de Cézanne. Et puis même Picasso. Picasso, je crois que Picasso a acheté son magnifique Cézanne, qui est au musée Picasso maintenant, à Ambroise Vollard. Et puis Ambroise Vollard, c'est le premier à offrir une exposition à Paris au tout jeune Picasso. Au tout jeune Picasso, tout juste arrivé de Paris. Avec son compatriote Iturino, oui. C'est quand même, quand on regarde un petit peu les dates, on se dit quand même, il y a eu des gens dans ce monde de l'art, alors là... Qui ont eu un flair et ne se sont pas trompés. Oui, et qui ont eu aussi le sens de l'aventure, le faire. Montrer Picasso en 1900, à peine débarqué du train, c'était quand même courageux. Et même si ce que Picasso faisait à ce moment-là, il fallait vraiment, entre les lignes, savoir ce qu'il allait faire 8 ans après, 7 ans après. L'hiver 1907-1908, il faisait Les Demoiselles d'Avignon. Que Vollard a détesté. Oui, mais bon. Oui. Il s'est arrêté là, il a acheté la période bleue, la période rose, et puis après il a laissé la main à Kahnweiler. Bon, voilà. Mais voilà, mais il y avait, voilà, il avait aussi ses goûts. Il y a eu quand même quelqu'un pour l'acheter. C'était un couturier, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Doucet, qui a acheté Les Demoiselles d'Avignon. C'était là où l'État français a toujours été frileux dans ces choses. Moi, tous mes livres, ils sont à la Bibliothèque nationale, puisque c'est le dépôt légal et que c'est obligatoire. Mais c'est avec plaisir que je les sais dans une de ces tours. La passion d'Yvan Lambert nous parlant de ses ouvrages, on comprend tout à fait le lien avec Ambroise Vollard et pourquoi nous souhaitions vraiment l'inviter dans ces murs. Car vraiment, Vollard était si passionné par cette aventure éditoriale, c'était soutenu par son travail de galeriste, tous les tableaux qu'il accumulait, qu'il pouvait distiller. C'est un travail d'éditeur qui n'était absolument pas rentable en son temps, mais il avait vraiment la volonté de convaincre les artistes, de se mettre à la lithographie en couleur, de se mettre aussi à la céramique, à la sculpture, etc. Donc c'est un rôle de galeriste qui va au-delà, qui convainc les artistes. Parfois, il y a eu des choses plus réussies que d'autres, mais c'est un peu grâce à Vollard qu'on doit Bonnard graveur, ou Munch ici. Cette gravure, qui est une gravure archi célèbre, c'est quand même Vollard, il a publié en quelle année ça? Ça c'est 96. 96. Donc c'est quand même... il savait voir les choses, hein? Oui. Il s'est remarquablement peu trompé, et puis surtout ce qui est intéressant, on voit en un coup d'œil là derrière nous, en 96, il donne tout un panorama en fait de ce que c'est que l'estampe au tournant des 19e et des 20e siècles, en mélangeant des artistes qui sont extrêmement connus. Il y a Fantin-Latour, il y a Besnard, et puis derrière ces quelques noms prestigieux, il fait rentrer toute la nouvelle garde avec les Nabis, avec Vuillard, Bonnard, et puis aussi quelques étrangers. Il y a Rippel-Ronoy, il y a Munch, et tous ensemble comme ça, qui viennent témoigner de cette effervescence et de ce renouvellement de l'estampe au tout début du XXe. Il faudrait faire un monument aux marchands valeureux. Oui, qui a quand même bien trouvé son... Bon, dans l'édition, c'était à perte, mais il y a quand même bien trouvé son profit. Ça, c'est pour rire, bien sûr. En tout cas, merci pour ce témoignage. C'est vibrant qui amène à la relève aussi, j'espère que... Que ça va peut-être ouvrir des vocations. Mais écoutez, voilà,
d'éditeurs et de collectionneurs aussi, parce que ce sont des choses assez précieuses qu'il n'est pas toujours évident de saisir quand c'est en vitrine. Il faut vraiment les manipuler. Alors évidemment, quand ce soir on les manipule avec Yvon Lambert, ça rajoute du lustre, mais c'est un plaisir réel et qui peut être parfaitement contemporain. Ce n'est pas forcément le mythe du vieux bibliophile, etc., avec ses grimoires, parce que chaque artiste réinvente vraiment un livre très, très différent. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de m'avoir proposé de montrer une partie de ces livres qui sont tellement importants pour moi. Voilà, c'est ma vie, une partie de ma vie. Et voilà, on continue. Bah oui. Merci beaucoup. À suivre. Merci beaucoup.